Alors, je vais faire une présentation rapide de qui je suis. Moi, je m'appelle Anne-Cat et j'ai été adoptée au Sri Lanka en 1987. Et maintenant, j'habite en Espagne depuis presque 10 ans. Et en fait, depuis l'Espagne, j'ai commencé à créer toute une vision, on va dire, critique et politique de l'adoption, que je crois que j'avais plus ou moins intégrée depuis petite, mais peut-être que j'avais pas euh, vraiment réussi à articuler. Moi, c'est Julie, donc je suis une adoptée d'origine sud-coréenne. Là, donc, j'ai été adoptée en France. Pareil, j'ai mis du temps à analyser l'adoption et ça fait que quelques années vraiment, bah, depuis mon séjour en Corée du Sud, que j'ai commencé à avoir une approche un petit peu plus radicale, on va dire, de l'adoption internationale et de l'adoption transraciale aussi. Donc, je suis vraiment contente d'avoir rencontré Anne-Cat, avec qui on fait cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà, Anne-Cat qui a pris contact avec moi suite à mon passage dans le podcast Kif Taras et qui s'est dit, ah tiens, une personne adoptée qui a une vision de l'adoption comme système et non plus une vision simplement individuelle, voire un petit peu morale ou moralisante même de l'adoption. Et pareil, quand Anne-Cat m'a contacté et m'a proposé ce projet, j'étais ravie aussi de pouvoir enfin proposer une analyse un petit peu plus critique et un petit peu plus radicale de l'adoption internationale. Bah, c'est vrai que c'était intéressant, moi pour ma part, parce que des fois j'ai un peu l'impression d'être un extraterrestre quand j'essaie d'expliquer un peu quelque chose qui est un peu plus politique sur l'adoption. Et donc c'est vrai que quand je vous ai écouté toutes les trois sur Kif Tara, je me suis vraiment dit à un moment donné, waouh, on n'est pas tout seul, il y a d'autres personnes qui pensent comme nous, et c'est bien qu'on puisse commencer aussi peut-être à faire communauté et justement de pouvoir proposer un projet comme ça pour voir que justement on n'est pas tout seul et il y a beaucoup de points en commun sur toutes les analyses en fait qu'on fait sur l'adoption en général. Et je pense que c'est vraiment c'est important aussi de, comme tu dis, faire communauté. Pour moi, ça fait sens parce que les adoptés, pour l'instant, enfin, depuis quelque temps, les adoptés commencent à prendre la parole, notamment pour témoigner de leurs expériences de plus, ce qui est très bien. Mais faire communauté, je pense que c'est encore une étape supérieure. C'est on atteint la dimension politique dans le sens où on n'est pas juste une juxtaposition d'individus qui prennent la parole pour parler de nos expériences personnelles. C'est-à-dire que là, au niveau politique, c'est qu'on entame une démarche un peu collective, comme on est en train de faire là tous les deux hein, déjà, Mhm. pour essayer d'amener une vision de l'adoption qui ne soit plus celle de la narration dominante qu'on a tendance à entendre en fait, qui est celle portée principalement par les parents adoptifs, par les agences d'adoption. Et puis en général, donc nous, les adoptés, on est relégués au statut de de ce qu'on pourrait appeler d'objets parlés. Les objets parlés, c'est quoi les objets parlés? Bah, ça fait référence aux objets d'études, notamment le fait qu'on n'ait pas la parole, que ce soit souvent des experts qui vont parler à notre place, qu'on est sans cesse infantilisé, qu'on est sans cesse aussi perçus comme des enfants, alors que bon, on est, Ouais. voilà, depuis le début de l'adoption, en tant que phénomène moderne tel qu'on connaît à l'heure actuelle, il y a eu des générations d'adultes déjà. Hein. Donc voilà. Donc objet parlé, par opposition là, donc je dirais que là on essaie justement d'entamer cette démarche politique en tant que sujet parlant, c'est-à-dire que sujet qui se réapproprie Ouais. notre narration, notre analyse et qui donc on va essayer de faire communauté comme tu le dis déjà à travers cette vidéo et faire en sorte que d'autres adoptés pourquoi pas se reconnaissent au travers de nos analyses. Une chose qu'on voulait aussi expliquer, c'est que souvent, il y a un petit peu un effet de bonne action en fait qui est caché derrière l'adoption. Celle qui est de venir un petit peu sauver les enfants qui seraient dans le besoin, qui sont du sud global en fait. Et le problème, c'est que derrière tout ça, il y a beaucoup de mécanismes qui sont cachés. Je pense aussi qu'on a beaucoup associé ça avec, sûrement avec le milieu humanitaire, qui a beaucoup aussi envoyé l'idée qu'il fallait sauver les pauvres personnes du Sud. Et je pense qu'il y a une association assez forte en fait entre ces deux choses. Mais ce que souvent on voit pas, c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes en fait qui sont cachés derrière tout ça, et que c'est pas l'image idyllique un peu qu'on nous vend de l'adoption d'une pauvre personne qui serait toute seule absolument dans le besoin.
Et on voulait aussi expliquer un peu que justement, dans ces dynamiques-là, il y a une hiérarchie, justement pour qui peut parler ou qui est reconnu en fait comme étant valide pour parler en fait de l'adoption. Et moi, je l'ai un peu formulé sous le forme d'une pyramide parce que je pense que c'est la chose un peu la plus simple pour voir justement les différentes relations de pouvoir qui viennent. Et donc en premier, en fait, on avait mis les ONG et les organisations d'adoption ou les organisations qui sont en lien avec l'État. Et on a pu voir, je pense qu'il y en a peut-être un peu moins aujourd'hui, mais par exemple, dans les années 90, il y avait énormément de publicité sur l'adoption. Et on peut encore refaire ici le parallèle avec les ONG, d'ailleurs. Euh, Ensuite, on a beaucoup de spécialistes en adoption tout genre qui existent, qui passent beaucoup de temps à parler de nous, mais sans nous écouter vraiment. Donc, ça peut passer par les sciences sociales comme des anthropologues ou des sociologues, et ça peut passer aussi par des spécialistes qui sont des psychologues. Et on est d'ailleurs, j'ai commencé à remarquer on a un objet assez privilégié dans la psychologie, je crois, les adoptés. Ensuite, on a les parents adoptifs qui très souvent racontent un peu leurs problèmes avec les enfants, leurs problèmes pour aller dans le sud, mais qui ne parlent pas vraiment des besoins de leurs enfants. Ensuite, on a les adoptés qui sont dans une situation en ce moment qui essayent de se faire entendre, mais je crois qu'on est toujours un peu en difficulté par rapport à ça. Et pour finir, en fait, on a nos mères biologiques qui sont la partie basse de la pyramide, qui est complètement oubliée. Moi, je sais que pour ma part, parce que j'ai cherché, j'ai réussi à entendre certaines mères, mais on va dire que ça reste quand même un des acteurs les plus difficiles à entendre. C'est vrai qu'il y a une réelle, ce qu'on pourrait appeler une mort sociale des mères biologiques hein, dans ce système-là de l'adoption. Enfin, des mères biologiques et des parents biologiques de manière générale. Quoi. Totalement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Anne-Cat, c'est donc cette hiérarchie, dans ce système hiérarchique qui met en avant donc, des intérêts qui sont pas les mêmes, donc les intérêts des parents adoptifs qui sont pas les mêmes que ceux que ceux des adoptés et notamment on a tendance à oublier que nous en tant qu'adoptés on n'arrête pas d'être adoptés au moment de l'adoption en fait on est adopté toute notre vie et ça implique certaines problématiques, ça implique une vision aussi de la parentalité qui est plurielle, qui n'est pas simplement binaire, enfin entre pas binaire, mais une parentalité qui n'est pas celle qu'ont les enfants biologiques, à savoir avoir deux parents. Nous, on en a quatre en fait, et du coup, je pense que c'est important aussi qu'on laisse, enfin, qu'on prenne la parole. Je veux pas dire qu'on nous laisse parce que ça c'est autre chose encore, mais parce que ça laisse encore un côté passif de notre part. Donc qu'on soit réellement actif, qu'on prenne la parole et donc qu'on ait une vision radicale au sens premier du terme, au sens étymologique, c'est-à-dire au sens d'aller à la racine des choses. Au niveau du système de l'adoption, vraiment creuser pour essayer de comprendre comment fonctionne ce système. Donc un système qui repose sur des rapports de domination de classe, de genre et de race. Là, clairement, en parlant de race, donc race sociale, hein, bien sûr, hein, je pense qu'il faut le rappeler parce qu'à l'heure actuelle, le mot race fait beaucoup polémique encore en France. On sait très bien que la race, c'est une construction sociale. Dès le départ, ça l'a été, qu'elle n'a rien du tout de biologique. Donc voilà, petit point pédagogique nécessaire peut-être. Voilà. Pour pas que les gens pensent qu'on est des racialistes. Bon, bref. Mais du coup, juste pour dire que nous, on est toutes les deux donc des femmes asiatiques, donc originaires au sens géographique du terme, parce qu'on est originaires toutes les deux du continent asiatique. Et donc, on est aussi des adoptés racisés, c'est-à-dire qu'on est altérisés en fonction d'une certaine race sociale. Et donc, je pense que ici, notre propos, il va aussi beaucoup, comme on part aussi de nos expériences personnelles, il va aussi plus parler aux adoptés qui sont racisés. Quoi. Que ce soit, je pense, des adoptés au niveau international ou au niveau aussi national. Je pense notamment aux adoptés qui viennent des territoires d'outre-mer ou même au niveau national des adoptés racisés qui sont adoptés en France hexagonale.
C'est vrai qu'en général, on va peut-être plus centrer la conversation sur l'adoption internationale parce que bah, on est de l'adoption internationale, donc c'est plus facile pour nous de parler de ce système-là. Mais c'est vrai que c'est possible que quand les gens écoutent, il y a des personnes, par exemple, qui sont, par exemple, même de familles d'accueil, des personnes racisées, des personnes qui sont de l'adoption nationale, personnes racisées. C'est vrai que dans ce qu'on a vécu, par exemple, dans des situations de racisme ou au sein des familles ou les problèmes de représentation, il y a des points similaires qui peuvent se mettre ensemble. Donc voilà, c'était important, je pense, de préciser que notre discours, il est avant tout situé. Donc situé, c'est-à-dire qu'il est situé dans un certain espace-temps, c'est-à-dire nous, déjà en tant que femmes, adoptées, asiatiques, dans un pays européen, quoi. Puisque même si tu as vécu, Anne-Cat, principalement en France, bon là, à l'heure actuelle, tu es en Espagne, donc Ouais. voilà. Donc c'est important de rappeler quand même qui on est, d'où on parle, voilà, pour permettre aux personnes qui regarderont la vidéo de mieux comprendre aussi La nos démarche qu'on problématiques. a, la démarche qu'on a derrière tout ça. Pour pas forcément revenir en fait dans le suite du déroulement en fait des thèmes qu'on va toucher, on pensait que c'était important de faire quelques petits constats rapides pour pas avoir à revenir continuellement sur les principes en fait quand on va toucher les autres thématiques. Et les quelques constats en fait qui est important de comprendre dans l'adoption internationale et quelque chose qui est important de voir, ce sont les flux migratoires en fait. On parle très peu de migration. Quand on parle d'adoption, c'est souvent un terme qui est très oublié, mais en fait, on représente des migrations pour différentes causes, que ce soit des guerres qui peuvent être présentes dans nos pays, des situations économiques. Et on voit en fait que les flux migratoires sont complètement sont uniques ou asymétriques en fait. C'est-à-dire que ce sont quasiment seulement en fait des enfants du sud global qui vont vers le nord. Par exemple, moi, j'ai jamais entendu parler d'une famille sri-lankaise qui aurait adopté un enfant blanc, par exemple en Angleterre. Euh, donc, en fait, si on veut en parler un peu plus profondément sur le côté racial, ce sont des familles blanches qui vont venir adopter des enfants du Sud, donc des enfants qui seront des enfants racisés quand ils seront en Europe. En ce qui concerne aussi les familles, il faut quand même savoir que la classe sociale est quand même très marquée dans l'adoption. Il faut quand même faire partie des classes sociales moyennes hautes pour pouvoir adopter. Et c'est vrai que après, ça a peut-être un peu évolué avec le temps, mais il y a quand même un profil de patron où ce sont des familles en fait qui sont catholiques ou qui ont des principes catholiques, donc qui ont été éduqués dans les principes chrétiens, qui vont venir aussi plus peut-être adopter. Il est aussi important de comprendre qu'il y a beaucoup de relations de pouvoir en fait en jeu entre le nord et le sud dans l'adoption. Donc je l'ai énoncé un petit peu avant en expliquant la relation avec la migration, mais il faut savoir qu'il y a énormément de relations de pouvoir qui se jouent en fait au milieu de l'adoption. En effet, des relations, c'est vrai qu'il y a des enjeux diplomatiques aussi entre Nord et Sud, et ça, on pourra revenir. Je pense notamment à un exemple de la Corée du Sud. En décembre 1970, la Corée du Sud, le gouvernement, enfin le ministère de la Santé et des Affaires sociales en Corée du Sud a voulu stopper les adoptions à l'international parce qu'en fait, tout le monde sait très bien que la Corée du Sud, c'est un pays qui est séparé. Donc, on a la Corée du Nord, Corée du Sud depuis la fin de la guerre de Corée dans les années 50. Et du coup, la Corée du Nord avait reproché à la Corée du Sud d'envoyer les enfants coréens à l'étranger, en fait. Et suite à ces remarques de la Corée du Nord, la Corée du Sud avait réagi en disant bon bah voilà on va peut-être arrêter. Enfin, il y avait eu cette tentative là en tout cas d'arrêter les adoptions internationales qui a été stoppée net puisque des pays comme les États-Unis, comme la France, sont majoritairement des pays de la coalition, excusez-moi, c'est-à-dire ceux qui ont participé à la guerre de Corée aux côtés de la Corée du Sud, on fait en sorte, on mis la pression en fait sur la Corée du Sud pour qu'elle continue en fait à envoyer ses enfants à l'adoption. Donc on voit ici tous les enjeux diplomatiques aussi, les inégalités dans les rapports aussi diplomatiques qui peuvent exister entre les pays du Nord et les pays du Sud global.
Mais après, c'est Et assez intéressant, juste pour rajouter un tout petit truc ici. Le cas de la Corée, par exemple, il y a eu d'autres cas, il y a d'autres cas de pays maintenant qui sont en train de fermer les frontières à l'adoption internationale, justement pour tous les problèmes, en fait. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des problèmes de relations diplomatiques, mais il y a plein de choses, en fait, qui rentrent au milieu. Et il y a d'autres pays qui ont commencé aussi petit à petit. C'est lent, faut savoir que c'est lent, mais il y a des pays qui commencent à réviser en fait l'adoption internationale et essayer de voir en fait à un niveau local en fait comment ils peuvent régler ce genre de problème. Et avant voilà, on va terminer un peu cette introduction. On évoquait l'importance en tant qu'adopté aussi de faire communauté et de ne pas simplement être une somme, on va dire, de témoignages qui se juxtaposent les uns à côté des autres, mais vraiment de faire communauté ensemble. Et donc j'ai découvert récemment, grâce à un compte sur Instagram qui s'appelle Être adopté, enfin un compte sur Instagram et sur Facebook qui s'appelle Être adopté, donc c'est une fille adoptée qui relaie des informations sur l'adoption, c'est super intéressant. Et donc elle m'a fait découvrir un auteur qui s'appelle Christian Demortier, qui a fait publier en 2013 un livre qui s'appelle Adoption internationale, Cendrillon dans le monde réel. Et en fait, Christian Demortier, c'est un adopté, donc un adopté belge. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre, il a une partie où il va démonter, il va critiquer des idées reçues sur l'adoption. Alors, je vous lis un petit passage qui est intéressant. L'idée reçue selon laquelle chaque parcours d'adopté est différent. Donc, ça revient au fait un peu de faire communauté, quoi, d'éviter de dire, ah bah, chacun est différent, on a tous une expérience unique, donc on peut pas on peut pas s'organiser ensemble finalement parce qu'on a tous des expériences uniques et différentes. Ben, non, lui, ce qu'il dit, c'est une manière détournée de dire que les adoptés ayant vécu des difficultés relationnelles sont à relativiser et à éliminer du champ de conscience sociale. Le point commun de tous les adoptés d'origine étrangère, c'est le déracinement d'un pays du Sud ou d'Europe centrale, réputé pauvre, et la création d'une nouvelle filiation en rupture avec la famille et culture d'origine. Autre point commun, obligé d'acquérir la nationalité du pays d'accueil en perdant celle d'origine. Cela crée suffisamment de points communs pour avoir des conditions et sensibilités communes. Donc je pense que c'est intéressant ici de réussir aussi à trouver des points communs qui existent au sein de notre identité d'adopter en tant qu'adopté. Et ça aussi, c'est un réel enjeu social, enjeu sociétal, enjeu politique pour changer la narration dominante aussi et se penser comme adopté et construire aussi une identité d'adopté qui soit politique.